Le fait est que par la force des choses, on aura toujours une multicasquette quand on est parent d'un enfant en situation de handicap. On sera forcément à un moment éducateur, orthophoniste, nutritionniste, infirmière, que sais-je. On aura forcément des casquettes en plus de celles de parents. Mais celle qui est en haut, ça doit vraiment être celle du parent. Et votre enfant, en fait, je pense que la première des choses à faire, c'est de le découvrir, quoi. De le découvrir tel qu'il est. Parce que en le découvrant et en l'écoutant, ben vous le comprendrez. Et quand on comprend quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. Daisy, bonjour. Vous avez écrit ce livre magnifique qui m'a vraiment beaucoup touché, qui s'appelle Ça va aller, diagnostic, handicap, couple, fratrie, famille, autisme, crise, hypersensibilité. Daisy, qu'est-ce que vous êtes et pourquoi vous avez écrit ce livre? Alors je suis à la fois une mère, à la fois une épouse, à la fois une femme qui a sa petite entreprise et une fille. Je suis tout ça à la fois et c'est justement tout ça, tous ces personnages-là qui entrent en jeu dans cet ouvrage-là, qui traite justement de l'ouragan qui a fait suite au diagnostic d'autisme de notre petit cadet. Alors, la forme, elle est quand même très particulière puisque c'est un livre, mais c'est un livre, si on regarde, qui est un mélange d'une narration et d'une illustration. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, au fond, avec vraiment des très belles illustrations, hein? J'aimerais quand même souligner ça, un graphisme qui est hyper soigné, avec des images qu'on a vraiment envie de montrer, de partager. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette forme et puis aussi dans ce graphisme? Alors c'est vrai qu'il est hybride, c'est un ouvrage qui est hybride et que d'ailleurs il m'a fallu défendre auprès de maisons d'édition puisque c'était difficile de le situer. Est-ce que c'est une BD? Est-ce que c'est un roman? Eh ben c'est un peu des deux et j'ai voulu le défendre comme ça. Il est atypique comme son contenu finalement et comme l'histoire qu'il raconte. Étant dyslexique, j'ai toujours eu du mal avec les lettres et ce genre de choses et l'écriture et pour autant j'adore écrire et le dessin c'est un outil de communication que je trouve extrêmement fort et je voulais utiliser ces deux outils, l'illustration et les textes, pour permettre finalement aux personnes de le lire d'une traite. Le sujet étant lourd, complexe, touchant, je voulais le rendre léger et je voulais pas qu'il y ait de possibilité de mettre de marque-page. Je voulais qu'on le commence et qu'on le termine d'une traite, ce qui est le cas puisqu'il se lit à 20-30 minutes. Et ça, c'était extrêmement important pour moi d'emmener le lecteur jusqu'au bout dès qu'il commence le livre. Et ça permettait justement un contenu qui soit aéré puisqu'il n'y a pas de gros pavés de texte. Et moi, quand je lis un livre, ça me fait du bien qu'il soit aéré quand même. Donc c'est amusant parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc je l'ai lu d'une traite, hein, je vous confirme. Une fois qu'on commence, on est vraiment pris dans ce livre. Un livre où vous racontez quand même une succession de crises, hein, une succession d'événements, le diagnostic, votre engagement autour de ce qu'a signifié ce diagnostic, et puis une série, quand même, on peut dire, hein, de crises ou d'étapes qu'on retrouve dans le cheminement de la plupart des familles. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une ou deux de ces crises qui, pour vous, ont vraiment été des tournants? Alors, à l'époque, effectivement, au moment du diagnostic, Elliot, alias Lily, était petit, il avait 3 ans. Elliot communiquait pas du tout, il était vraiment pas verbal et sa seule manière de communiquer, si vous voulez, c'était des cris. Donc, comme je l'explique, c'était des cris pour dire qu'il est content, des cris parce qu'il est pas content, des cris parce qu'il s'amuse, des cris parce qu'il est fatigué, parce qu'il a faim. Et donc, c'était des cris permanents. Donc, déjà, c'est ce tumulte et ce son permanent de cris
qui était déjà extrêmement pesant pour moi et puis pour toute la famille. Je pense à son grand frère aussi, c'est quand même un environnement extrêmement bruyant. Autant pour Elliot, c'était une manière de communiquer, mais nous, on le recevait comme une plainte, donc c'était très pesant. Des crises qui au début nous ont semblé complètement disproportionnées, ou même on avait du mal à identifier la source. Qu'est-ce qui a fait que Elliot est rentré en crise? On en a des centaines. L'une des plus marquantes, je crois, il était un tout petit peu plus petit, il devait avoir 2 ans et demi, et je l'emmenais chez sa nounou. À l'époque, il était en nounou, et sur la route, il y avait des travaux. Et donc, on a été contraint de ne pas utiliser le même trajet que d'habitude. On a changé de rond-point, quoi. Et Elliot est rentré dans une crise terrible, sauf que j'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce qui se passait, et il m'a fallu un petit peu de temps pour me dire, mais oui, ça change, c'est pas la même route, et ça le plongeait dans une profonde angoisse. Donc, c'est le genre de crise qui vous met complètement en déroute, parce que pour moi, c'était insensé. Et puis vous nous avez aussi montré dans ce livre, au fond, comment, comme maman, vous êtes toujours à l'interface entre l'environnement, les amis, la famille et votre petit garçon, mais comment vous êtes aussi à l'interface du reste de votre famille, votre compagnon, votre autre garçon, votre grand garçon. Vous pouvez dire quelques mots par rapport à ça? C'est un sujet qui est délicat parce que c'est finalement quelque chose que je vis toujours aujourd'hui, puisque suite au diagnostic, j'ai quitté mon emploi. J'étais infirmière en soins palliatifs. J'ai quitté mon emploi pour pouvoir me consacrer à Elliot, le temps qu'il y ait une prise en charge, que les choses s'installent un petit peu. Donc je me suis retrouvée contrainte d'être à la maison en permanence avec lui, de gérer entièrement le quotidien. Ayant quitté mon emploi, j'ai perdu mon salaire. Donc mon mari, lui, a changé d'emploi pour pouvoir gagner, entre guillemets, plus d'argent, en ramener plus, parce que tout à coup, c'était pas le projet de vie qu'on avait. On venait d'acheter une maison. Financièrement, c'était très compliqué. Donc je me suis vraiment retrouvée toute seule à être effectivement l'interface entre Elliot et le monde dans lequel nous vivons. Donc interface qui faisait vraiment tampon. J'essayais tant que possible, et j'essaye encore aujourd'hui tant que possible, puisqu'il est petit, il a 6 ans, de faire tampon entre lui et le monde qui l'entoure. En même temps, j'essaye de donner tout ce que je peux aux grands pour pas qu'ils se sentent délaissés. Je suis consciente de la charge de travail qu'a mon mari, même si en même temps, des fois, je suis particulièrement jalouse du fait qu'il puisse quitter la maison pour pouvoir travailler sans être interrompu. Vous le montrez super bien. Il y a cette image où on voit maman qui est derrière une maison en barreaux. Alors que papa c'est ça. Part. Même s'il part pas s'amuser, il part travailler. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir travailler à la maison. Je travaille à temps plein, en tant qu'illustratrice, en tout cas, le temps en tout cas que la prise en charge d'Elliot m'accorde pour travailler. Mais ça reste encore un sujet assez compliqué avec mon mari au quotidien parce que à 15h30, moi je dois arrêter, quoi qu'il en soit, de travailler pour aller chercher mon petit garçon à l'école parce qu'il n'est pas encore en mesure d'aller à la garderie. Non pas qu'il ne puisse pas, mais physiquement, après une journée d'école, c'est trop pour lui. Donc je reste encore contrainte à être cette interface permanente et le tampon de la famille en fait, être celle qui absorbe les ondes de choc sans rechigner. Mais avec le temps, on apprend à s'accorder du temps. Les enfants grandissent aussi, donc c'est différent aussi en grandissant. Elliot n'est plus du tout le même à 6 ans qu'il l'était à 3 ans. Pour vous dire, ce week-end, je suis partie 4 jours en vacances avec mes copines au Maroc, toute seule. et c'est quelque chose, quand j'étais là-bas, je me suis dit, ben voilà, si je pouvais envoyer un message à mon moi d'il y a 2-3 ans pour lui dire, mais ça va aller, Daisy, c'est vrai que ça va aller, les choses, une chose après l'autre. Un enfant autiste de 3 ans et un enfant autiste de 6 ans, c'est pas la même chose. L'accompagnement et la prise en charge des professionnels, notre regard aussi en tant que parents
a évolué. Autant on pouvait être dans la lutte quand il avait 3 ans, autant aujourd'hui on vit complètement avec sa manière d'être. On a réussi à créer une harmonie familiale et tout le monde y trouve un équilibre, donc l'issue est chouette. Mais notre enfant n'est pas moins autiste aujourd'hui qu'il l'était hier. Alors Daisy, justement, vous donnez aussi beaucoup de pistes. Hein. C'est pas juste disons un témoignage qui se déroule ou qui se déverse. Vous avez aussi choisi de donner beaucoup de pistes et vous montrez aussi comment certaines de ces pistes ont conduit à des mutations, hein, des bascules. Complètement. Ils ont permis de sortir par le haut, comme on dit. C'est ça. Vous pouvez en évoquer une qui a été vraiment cruciale dans ce parcours? Le lâcher-prise. C'est ce qui m'a sauvée. Ouais. Vous pouvez expliquer? Je suis donc le lâcher prise, ce qu'a été le lâcher prise pour vous en fait. Donc je suis partie en plein burn-out parce que j'avais investi outre mesure par mes connaissances aussi, par une volonté de bien faire, l'autisme des magazines, comme je l'appelle dans mon livre. Puisque quand on pose un mot sur notre enfant, on n'est pas forcément compétent, donc on lit, on se documente, et j'ai investi cet autisme-là, et je faisais tout ce qu'il était conseillé de faire, et j'en faisais beaucoup trop. Je parle des pictogrammes, je parle de toutes ces choses que j'ai voulu mettre en place, parce que c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous conseille de faire, et je me suis complètement perdue là-dedans, jusqu'au jour où finalement j'ai compris que la première des choses à faire, c'était d'abord d'aller à la rencontre de mon petit garçon. C'est que ce mot qu'on venait de poser, il était là, mais c'est pas les magazines qui allaient me dire ce qui se cachait derrière ce mot-là, c'était mon enfant lui-même. Et j'ai tout arrêté, j'ai cessé et toutes mes prises d'initiative, et je suis simplement allée rencontrer mon petit garçon. J'ai simplement essayé d'être à l'écoute de... Alors, tu es en crise, pourquoi? Qu'est-ce qui te met dans cette situation-là? Ah d'accord, on a changé de route, donc je comprends que tu n'aimes pas les changements. Ok, d'accord, je peux comprendre ça et on va essayer de travailler là-dessus ou de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de changements. Voilà, et je suis partie à sa rencontre et c'est ainsi que tout a changé du jour au lendemain, puisque dans mon sillage, j'ai emmené mon mari aussi, j'ai emmené aussi son grand frère. Et on a tous découvert Elliot. Et je crois qu'Elliot nous a découvert aussi comme ça. Je sais pas trop pour qui on était pour lui avant, puisqu'on était toujours à le cadrer. Et là, on est parti en roue libre. Et c'est vrai qu'on a l'impression, enfin, vous montrez d'abord l'importance qu'a eu le diagnostic, hein, d'avoir vraiment un nom sur ce qui se passait. Et puis ensuite... on a en effet l'impression que vous illustrez comment ce diagnostic a pu être un écran entre vous et votre enfant. Oui. Et puis à un moment donné, dans le livre, d'un seul coup, en effet, dans les petites bulles, on voit que vous commencez à lui parler, à lui, alors que dans la première partie, où vous illustrez la première partie du cheminement, vous êtes énormément dans l'action. C'est ça. Vous faites énormément de choses. Et d'un seul coup, vous commencez à lui dire des choses, à lui parler, peut-être un peu autrement. Oui, c'est ça, c'est l'inaction salvatrice. À la fin de ce livre, vous avez aussi, vous faites un certain nombre de planches où vous décrivez. Vous faites les planches classiques au fond du diagnostic. Ouais. Pourquoi vous avez fait ces planches? Pour qui vous avez eu envie de faire ces planches? Alors, à la fois, je pense que pour les lecteurs, parce que, comme je le disais, ce livre, j'ai pas voulu faire un livre élitiste. L'idée, c'était pas de faire un livre pour m'adresser aux gens qui connaissent l'autisme. Au contraire, l'idée, c'était de faire un livre qui parle au plus grand nombre, qui soit accessible, il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de vilains mots, c'est complètement compréhensible par tout le monde. Et il me semblait évident à la fin d'aller prendre le temps de faire quelques petites planches BD totalement informatives pour expliquer aux gens que c'est que l'autisme,
pour expliquer aux gens que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on communique pas, en fait, que les stéréotypies ou ce genre de choses, ces mouvements répétitifs, ils ont un sens pour les personnes autistes. Et informer, c'est éviter des jugements hâtifs de la part des gens, et donc c'était nécessaire de poser en tout cas les grandes lignes de l'autisme. Je suis pas professionnelle, j'ai un regard j'aime même pas, je dis même pas que j'ai un regard de mère, j'ai un regard d'une citoyenne, simplement, qui a découvert la différence, alors celle de son fils, mais mon regard, c'est celle d'une citoyenne qui a cheminé et qui s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous la même manière de percevoir et ressentir les choses, et que pour autant, chaque manière de percevoir et de vivre les choses est légitime. Et puis, Daisy, moi je suis frappée, dans tout ce livre, il y a toujours beaucoup d'espace pour l'humour, même ces planches, entre guillemets, diagnostiques, dont j'espère que vous les mettrez ouvertes sur le web, parce que on voit toujours ces planches, qu'est-ce que c'est l'autisme, là, en fil de fer, en schéma. Mais là, c'est des planches qui ont du cœur aussi, et donc j'espère que si vous les mettez sur le web ouvertes, eh bien les professionnels utiliseront ces planches plutôt que les planches fil de fer. Enfin, comme je oui, c'est ça, oui. Classique, qu'on voit classiquement. Daisy, un dernier mot pour nous dire, pour terminer cet échange, pour nous dire quelque chose pour la suite, pour les mamans et les papas, et les petits frères, les petites sœurs, les grands. Eh bien, je conseille toujours la même chose, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'arrêter, de se poser, d'observer, puisque le fait est que par la force des choses, on aura toujours une multicasquette quand on est parent d'un enfant en situation de handicap. On sera forcément à un moment éducateur, orthophoniste, nutritionniste, infirmière, que sais-je. On aura forcément des casquettes en plus de celles de parents. Mais celle qui est en haut, ça doit vraiment être celle du parent. Et votre enfant, en fait, je pense que la première des choses à faire, c'est de le découvrir, quoi. De le découvrir tel qu'il est, parce que en le découvrant et en l'écoutant, ben, vous le comprendrez. Et quand on comprend quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de gérer les particularités du quotidien, en tout cas. Moi, Elliot fait toujours des crises, mais depuis que je comprends ces crises, je les ressens pas du tout pareil. Daisy, merci, et puis de nous donner aussi ce sentiment d'un amour vraiment intéressable pour ce petit garçon et inconditionnel, quoi qu'il soit et quoi qu'il devienne. Tout à fait. Merci beaucoup.